Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir à l'Université Lyon 1 pour vous présenter mon projet de thèse. Donc moi je suis en 3e année de doctorat et je commence ma 4e année sous peu. Et donc je vais essayer de vous résumer en quelques slides mon sujet qui traite du coup du système immunitaire dans le cadre du cancer de l'ovaire. Donc déjà un petit récapitulatif sur le cancer de l'ovaire qui est quand même le 8e cancer le plus commun et le plus meurtrier dans le monde chez les femmes. Car chaque année, c'est 324 000 femmes diagnostiquées pour un cancer de l'ovaire et 207 000 décès. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme sur 75 en développeront un au cours de leur vie et que l'âge moyen au diagnostic est de 63 ans avec une survie de 35% au bout de 10 ans. Donc ces chiffres, ils font un peu peur et c'est pour ça que c'est un cancer contre lequel il faut lutter. Nous avons du coup plusieurs types de cancers de l'ovaire différents. Le sous-type majoritaire de cancer de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle le carcinome séreux de haut grade et c'est sur ce type de cancer que je travaille le plus. Parmi tous les sous-types de cancer de l'ovaire, c'est celui avec le plus mauvais pronostic et il y a plusieurs façons d'essayer de traiter ces cancers. La première façon, c'est la chirurgie. Lorsqu'on détecte la tumeur, on peut essayer de la retirer lorsqu'elle est solide. Ensuite, on peut faire des traitements par radiothérapie et chimiothérapie et on peut en parallèle de cette chimiothérapie, ajouter ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui sont des traitements assez novateurs dans le domaine du traitement du cancer. L'objectif de ces immunothérapies, c'est de justement booster le système immunitaire pour améliorer la réponse des patients au traitement. Donc le système immunitaire, c'est très vaste. Il y a beaucoup de cellules différentes dans ce système-là. Il y a deux grandes familles majoritaires. La première, c'est l'immunité innée, qui va avoir une action immédiate. Donc pour vous donner un exemple, demain, je me coupe. Si sur le lieu de la coupure, pour éviter que j'ai une infection, il y a justement ces cellules de l'immunité innée qui vont venir et qui vont s'assurer que tout reste sous contrôle tant que la fissure n'est pas réparée. L'autre système immunitaire important, l'autre grande famille, c'est l'immunité adaptative, qui est plus tardive, mais beaucoup plus précise et spécifique. Elle est composée des cellules B et des cellules T, et ces cellules peuvent avoir un rôle assez important, notamment dans le cadre du cancer. Car effectivement, on a vu dans des études précédentes que la survie des patientes était liée à leur pourcentage de cellules B et T au niveau de la tumeur. Donc en rouge ici, nous avons une courbe qui nous montre que lorsque les patientes n'ont pas de lymphocytes B et de lymphocytes T dans la tumeur, alors la survie est assez mauvaise, car ici on a le pourcentage de survie des patientes par rapport au temps. On voit qu'on arrive au bout de 10 ans à peu près 20% de survie, alors que lorsqu'on a des lymphocytes T qui sont présents dans cette tumeur, on voit qu'on améliore avec la courbe verte beaucoup plus la survie. On arrive à presque 40% au bout de 10 années. Et lorsque nous avons les deux types de cellules, les T et les B, on voit qu'on améliore bien mieux la survie avec presque 60% de survie à 10 ans lorsqu'on retrouve ces deux types de cellules dans la tumeur. Donc ces données, elles nous laissent à penser que la co-infiltration, enfin la présence de ces deux types de cellules dans la tumeur permet d'améliorer la survie. Ça a été aussi montré dans d'autres cas de cancer comme le glioblastome, cancer de l'oropharynx ou les cancers du sein. Ces cellules B et ces cellules T, elles ont la capacité d'améliorer ça car elles vont avoir un rôle essentiel dans la lutte contre la tumeur. Donc à gauche, vous avez les lymphocytes B et à droite, vous avez les lymphocytes T. Lorsque ces cellules vont reconnaître l'antigène, donc elles vont être présentes et elles vont reconnaître l'antigène, c'est la petite boule verte qu'on voit à la surface de la cellule tumorale. C'est un peu la carte d'identité de la cellule tumorale. Lorsque ces lymphocytes vont reconnaître cette carte d'identité, ça va leur permettre de se multiplier et de se différencier. Ça veut dire qu'elles vont changer de fonction et elles vont se transformer pour les lymphocytes T en lymphocytes tueurs et pour les lymphocytes B en plasmocytes. Ces lymphocytes tueurs, ils ont la capacité d'aller détruire les cellules tumorales, là où les plasmocytes vont avoir la capacité de générer ce qu'on appelle des anticorps qui vont aller se fixer sur ces fameux antigènes et qui vont aider grandement les lymphocytes T à tuer ces cellules tumorales. Donc, avoir les deux types de cellules, un côté les tueurs et de l'autre les cellules supportrices, va grandement aider à la lutte contre les cellules tumorales. Ces lymphocytes B, ils ont une façon spécifique de se multiplier, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par ces structures qu'on appelle des structures lymphoïdes tertiaires.
Donc c'est assez barbare comme nom. Et le principe, c'est que les lymphocytes T et les lymphocytes B peuvent s'agréger ensemble pour former ces structures. Et lorsque nous avons ces structures-là, les lymphocytes B peuvent passer dedans, se multiplier et en ressortir en tant que plasmocytes. C'est donc ces structures-là qu'on s'attend à avoir dans les tumeurs lorsqu'on a beaucoup de plasmocytes. Mais ça, on n'en est pas encore très sûr, en tout cas pas pour tous les cancers. Donc, pour étudier ça dans le cancer de l'ovaire, on a utilisé un modèle particulier qui sont les syndromes paranéoplasiques. C'est une maladie auto-immune très rare chez les patientes qui développent notamment des cancers de l'ovaire. Donc, ces patientes vont développer ce cancer et ensuite, la réponse immunitaire contre ce cancer va être très efficace et très forte. Elle va être tellement forte qu'en fait, elle va générer une auto-immunité au niveau du cerveau qui va être très dommageable pour ces patientes-là. Mais ce qui va nous intéresser dans ce système-là, c'est que cette immunité, elle a vraiment une action antitumorale très intéressante qu'on essaie de comprendre pour pouvoir améliorer les réactions immunitaires qui ne fonctionnent pas contre la tumeur. Donc, pour analyser ces cellules, on a récupéré les tumeurs de ces patientes-là, on les a découpées en gros morceaux, puis on a séparé toutes les cellules de ces tumeurs grâce à des enzymes. Et une fois qu'on a ces cellules qui sont toutes séparées, on peut regarder les protéines et les gènes qui sont exprimés par ces cellules pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles font et quels sont leurs rôles. Les résultats qu'on a eus à partir de ces analyses-là, c'est qu'on voit qu'effectivement, chez ces patients, comme attendu, on a une grande proportion de cellules immunitaires, avec beaucoup de plasmocytes, beaucoup de B et beaucoup de T. Ce qui semble cohérent avec une lutte contre la tumeur efficace. Par contre, là où on s'attendait à avoir ces structures lymphoïdes tertiaires, au final, on n'en voit pas tant que ça et pas chez tout le monde. Donc on s'est posé la question, comment ça se fait? On a essayé de voir du coup comment s'organiser les B dans ces tumeurs-là. Donc les échantillons qu'on a eus précédemment, on avait d'autres morceaux qui sont gardés et stockés dans ce qu'on appelle des blocs. Et ces blocs, on peut les couper pour les mettre sur des lames en des tranches très fines qui font à peu près 8 micromètres. Et grâce à ces tranches de tumeurs posées sur des lames, on peut déposer dessus des marqueurs fluorescents qui vont nous permettre de retrouver nos cellules dans la tumeur. Donc une fois qu'on a marqué nos cellules, on les passe au scanner et on arrive à en tirer les images pour essayer de voir où est-ce que nos lymphocytes B et où est-ce que nos lymphocytes T se retrouvent dans la tumeur et est-ce qu'ils forment ces fameuses structures. Donc, chez certaines patientes, on arrive à retrouver du coup ces structures lymphoïdes tertiaires. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Tous les points bleus que vous voyez, ce sont des lymphocytes B. Les points rouges, ce sont des lymphocytes T. Et les points verts, ici, ce sont des lymphocytes B qui sont en train de se multiplier. Donc, chez les patientes, on retrouve bien ces structures qu'on connaît et on voit qu'ici, on a du coup une réaction immunitaire forte. Mais chez d'autres patients où on ne trouve pas ces réactions-là, on trouve d'autres types de réactions. C'est ce qu'on voit ici, où du coup, en bleu, on a à nouveau les lymphocytes B, en rouge, les lymphocytes T, qui sont ici beaucoup plus rares, et certaines cellules vertes, ici, sont donc des lymphocytes B qui sont en train de se multiplier, alors que nous ne sommes pas dans une structure lymphoïde tertiaire. Ce qui est très intéressant, car on ne s'attendait pas avoir ce type de réaction dans la tumeur. Ce type de réaction est connu dans d'autres types d'infections, mais très peu dans la tumeur. Et on voit aussi, ici en orange, qu'on a des plasmocytes. Donc en plus de pouvoir se multiplier, les lymphocytes B peuvent devenir des plasmocytes sans forcément passer par ces structures lymphoïdes tertiaires. Donc pour conclure tout ça, le cancer de l'ovaire, je vous rappelle que c'est quand même le 8e cancer le plus fréquent et meurtrier. Les cellules B et T ont la capacité ensemble d'améliorer la survie des patients. Les lymphocytes B se multiplient et se forment en plasmocytes et ce peut se produire sans passer par un TLS. Et donc l'objectif de toute cette étude et de tout mon travail, c'est qu'à terme, comprendre ce mécanisme pourrait permettre d'améliorer et d'innover de nouvelles thérapies pour essayer de lutter contre le cancer de l'ovaire. Je vous remercie et je remercie aussi mon équipe, du coup vous voyez une photo ici, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair et très instructif. Place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je passe.
j'ai pas compris si c'est vraiment de cas d'avoir une structure tertiaire dans les tumeurs. Si c'est une bonne chose ou pas d'en avoir dans les tumeurs, c'est ça? Alors oui, c'est une bonne chose car elles vont permettre de multiplier et de transformer les lymphocytes B en plasmocytes qui vont aider les lymphocytes T tueurs. Je vais vous montrer ici. Du coup, le fait d'avoir ces structures lymphoïdes, ça va permettre aux lymphocytes B de se multiplier facilement et d'aller aider les lymphocytes T tueurs à lutter contre les cellules tumorales. Donc si on a ces structures-là, on va pouvoir avoir cette réaction et avoir du coup ces cellules plasmocytaires qui vont aider à l'immunité antitumorale. Bonjour, j'ai raté le début, désolé. Y a-t-il moyen pour développer davantage les lymphocytes B et T dans le corps de façon naturelle? En termes de thérapie? Non, de façon naturelle dans le corps. Ah, alors il y en a plusieurs et je pense que je vais laisser la question pour être vue plus précisément du coup avec Manon. Mais le sport pourrait être une bonne piste. Vous aurez la réponse dans 2 minutes. Merci beaucoup. J'ai compris plein de choses et je ne connais pas grand-chose, donc c'était chouette. Est-ce que vous pouvez juste reprendre au niveau du syndrome que vous avez présenté et donc j'ai pu comprendre que c'était quelque chose de très négatif pour les patients, mais qui en même temps représente un modèle. Comment vous en êtes arrivé à choisir celui-ci et en quoi est-ce qu'il est pertinent dans votre sujet? D'accord. Donc le point, c'est que du coup, effectivement, ces patientes, elles vont beaucoup souffrir de cette maladie-là. Et quand elles vont, en fait, chez ces patientes, on va d'abord détecter le syndrome paranéoplasique avant de détecter la tumeur. Elles vont aller à l'hôpital parce qu'elles vont avoir des troubles notamment mécaniques, donc de mouvement ou des troubles de mémoire. Et on va faire ce qu'on appelle une sérologie, donc on va prélever le sang et regarder les anticorps qui sont dedans. Et lorsqu'on trouve des anticorps spécifiques de cette pathologie, on va aller du coup chercher la tumeur chez ces patientes. La tumeur, on la retrouve généralement, mais elle est souvent très petite et parfois même, dans le cas du cancer du sein, qui a un peu le même principe, parfois même la tumeur n'existe plus. On a des traces qu'elle était là, mais elle n'existe plus, ce qui montre qu'en fait le système immunitaire a été suffisamment efficace dans ces patients pour supprimer ces tumeurs. Et c'est pour ça que ça en fait un modèle très intéressant. Ça veut dire que si du coup le système immunitaire seul, sans aide, il arrive à supprimer les tumeurs chez ces patientes, il faut qu'on essaie de comprendre comment il fait pour essayer d'appliquer ça chez les patients chez qui le système immunitaire est défaillant à ce niveau-là. Moi j'ai une question. Quel est l'objectif? Ce serait de trouver des nouveaux traitements pour les patients? Alors, à terme, l'objectif de ce genre d'études, c'est de mieux comprendre ces mécanismes, effectivement, et de comprendre aussi leur impact. Ici, l'impact du coup des plasmocytes, il a l'air très positif. Donc, effectivement, si on trouve des façons d'améliorer la proportion de ces cellules dans la tumeur, on pense pouvoir améliorer du coup les traitements qui existent déjà en ayant une réponse immunitaire plus efficace. Mais ça, c'est vraiment du long terme. Est-ce que ce sont des traitements qui seraient donc moins invasifs ou moins, qui peuvent offrir moins d'effets secondaires c'est quoi votre perspective? Alors du coup, ça c'est un peu délicat comme question parce que le système immunitaire, il est effectivement bénéfique dans la lutte antitumorale, mais on voit aussi que du coup, il peut avoir cet aspect négatif. Et notamment cette pathologie, elle peut arriver aussi chez certaines patientes chez qui il y a déjà des immunothérapies qui existent et on a traité ces patientes avec des immunothérapies, mais on a tellement boosté le système immunitaire qu'au final, on en arrive à générer de l'auto-immunité chez ces patientes, ce qui peut être assez problématique. Donc le tout, c'est d'essayer de trouver la balance pour essayer de faire en sorte que ce soit qu'il y ait le moins d'effets secondaires, le moins problématique possible pour les patientes, mais c'est une balance très, très difficile à maîtriser. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup.
Merci.